Allez. Eh, bonsoir à tous. Hello everybody. La baisse, la bouillabaisse. Comment ça va? Ça va tout le monde? Ok. Allez, salut YouTube. Salut à tous. Salut. Salut. Alors, on m'a marqué ce live. Alors, attendez, je pense qu'on a des rajouts. Ce live est restreint. Alors, TikTok ne recommande pas le live comprenant des contenus préenregistrés de plus de comportements entraînant un accès illimité de fonctionnalités. Bon, je pense qu'il y en a un qui essaie de nous signaler. Bon, bah écoutez, c'est limité. Bah, je sais pas, c'est pas grave TikTok. Hein, voilà, c'est pas un souci. Voilà. Ah ben il y a des gens qui sont. Eh oui, mais ça fait partie des attaques que vous avez eues hier soir. En fait, que vous êtes pas au courant, mais c'est fait partie de ça en fait hier soir. Attends, je vais baisser ma tête parce que j'ai ma tête en fait en pleine tête et en fait c'est violent. Alors c'est pas que je m'aime pas, hein, pas du tout, mais mais non, mais comme l'écran il est grand, il fait 1m20, j'ai ma tronche de 1m20 sur la tête. Et donc je vous promets. Alors c'est vrai que ouais, mais déjà fait très prétentieux, voilà. Ouais, mais... c'est peut-être parce que tu te filmes, hein, c'est pas. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais, non, mais d'un coup j'ai ma tronche là, sur l'écran. Donc c'est quand même bizarre. Alors. Déjà, est-ce que cette semaine, les formations vous ont plu? Alors déjà, est-ce que c'était trop compliqué? Il faut quand même qu'on sache un petit peu. Est-ce que c'était trop compliqué? Est-ce que c'était niveau débutant, amateur? Est-ce que ça vous convient? Ou est-ce qu'on va répéter ça? Il y a aucun problème, hein. Non, c'est très bien, très bon outil. Voilà. Ouais, c'est bon. Mais j'ai eu du mal, en fait, parce que moi, j'ai fait une formation. Ouais. Et du coup, j'ai eu du mal, en fait, à supprimer Ouais, eh ben c'est normal. Et me mettre dans... Ben c'est normal, Louisa. Alors c'est pour ça que je pose la question parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus en disant mais comment on fait finalement pour reprendre à zéro? Et c'est vrai que finalement on va dire que tous les habitués du trading, enfin tous les débutants qui arrivent auront plus de facilité que les confirmés. C'est malheureux, mais c'est la vérité. On va pas se cacher. Pourquoi? Parce que ils commencent à lire et à écrire de façon, on va dire, sur une méthode, on va pas dire normale, parce que forcément ma méthode est plus normale que les autres. C'est qu'ils commencent à zéro. Donc finalement, je pense que ce sera plus simple pour eux. Mais c'est aussi le travail que je vous ai demandé en confirmé, sans parler de profil, on peut parler de confirmé. C'est finalement de faire un reset. Hein, c'est ce que je vous ai demandé. D'ailleurs, je crois que Thomas, tu as pris rendez-vous avec Laurence, toi. Je crois. Ah ben j'ai eu rendez-vous avec Laurence déjà. Ah, tu l'as fait? Tu as fait le rendez-vous? Ouais, très bien. Alors, ça s'est bien passé? Rendez-vous le mois prochain. Ouais, voilà. Ben, bravo. Ouais. Donc, je vous encourage tous à le faire, ce rendez-vous. Thomas, il a l'air content du rendez-vous. C'est parce que ça va vous permettre, surtout en confirmé, de vous dépasser. Vous allez voir, c'est un travail qui est spirituel, qui est psychique, c'est ce que vous voulez. Mais croyez-moi, c'est indispensable. Vous pouvez me prendre comme argent comptant, c'est vraiment super important, vraiment. C'est quelque chose de qu'il faut faire, à un moment qu'il faut faire. Souvent, une fois, je dis à Eric, putain, j'en ai plein le cul ce soir, je suis fatigué, j'en ai marre, pour me reset, parce que c'est vrai qu'on a tellement de charge émotionnelle quand on travaille en trading, hein, il y a de la charge émotionnelle. Mais la charge émotionnelle n'est pas qu'au trading, elle est aussi à la maison. À la maison, t'es en couple, t'as des charges émotionnelles, t'as des enfants, des charges émotionnelles, t'as toute la journée. Voilà, t'as un patron, des charges émotionnelles, t'as un truc. Donc imagine, entre les charges émotionnelles du patron, des enfants, de ta femme ou de ton mari qui te gonfle le soir. Non, mais c'est la vérité. Et en plus du trading, de la bourse, des marchés qui font des hauts des bas, à la fin t'exploses. Et tu peux pas. Il faut absolument se mettre dans une bulle. D'ailleurs, je voudrais reparler de cette bulle qui, maintenant, instaure un petit peu des rituels le matin. Est-ce que vous avez des rituels le matin, finalement, ou est-ce que vous arrivez à finalement instaurer quelque chose qui vous permet finalement de rentrer. Alors c'est surtout pour les confirmer, peut-être comme Gelio, comme Thomas, Louisa certainement peut-être. Est-ce que vous arrivez finalement à vous créer une bulle de travail ou à faire travailler un rituel de travail le matin? Ou est-ce que vous arrivez en vrac? Ouais. Si je peux me permettre. Mais bien sûr, on est là pour ça. D'ailleurs, je sais plus, son prénom c'est Florence ou Laurence? Laurence, pardon. ouais. Laurence, il y avait un point qui m'a beaucoup plu et ça m'a touché parce que en fait j'ai grandi dans le monde du jeu vidéo. Alors ça n'a rien à voir, mais dans le jeu vidéo, si on veut être performant, il faut être organisé. L'organisation c'est hyper important. C'est exactement ça.
Et en fait, si par exemple on est performant sur 3 heures de jeu, et bah faut rester focus sur ces 3 heures, faut pas faire plus. Eh oui, ben, J'ai ça remarqué, ressemble beaucoup. C'est vrai. et j'ai remarqué que dans le trading, et bah si on travaille dans ces heures de performance, Ouais. on peut mieux performer que travailler. Eh ben, je pense que tu as résumé une situation, c'est-à-dire travailler dans ces heures de performance. Et en fait, tu es beaucoup plus performant le matin que l'après-midi. Mais ça, c'est physique, hein. C'est normal, hein. Et tu sais que tout chef d'entreprise, tout grand patron te dira qu'une journée de travail se fait le matin. Ah bah bien sûr. Voilà. Dans les 3 premières heures. 3 premières heures, elles sont foirées, t'as foiré ta journée. Tu peux même faire ce que tu veux l'après-midi, tu l'as foiré. Et c'est pareil, en fait, en bourse. C'est clair. Eh oui, tous les chefs d'entreprise le connaissent, ça, évidemment. Tu commences plus tôt le matin pour être oui. sortir ta journée. Exactement. Et c'est pour ça que je commence très tôt le matin. Mais vous savez, c'est quelque chose que vous appliquez toujours, mais sans vous rendre compte. C'est pour ça que chaque fois, je vous parle d'hygiène de travail, d'hygiène de vie. C'est pas des tocs, hein. C'est pas ça. C'est parce que c'est pas ça. C'est simplement être précis et savoir ce que tu veux faire. Si finalement c'est bricolé, tu peux te lever à 10h le matin, tu peux envoyer ton trade, suivre un peu les conneries de Nico à 11h, et puis, mais ça va très bien. Ça va très très bien. Je veux dire, ça convient à beaucoup de personnes. Maintenant, il y a un passage. C'est-à-dire que si tu as envie vraiment de commencer à t'instaurer, ou en tout cas, arriver dans ta tête à imaginer de devenir un trader très confirmé, il faut absolument que tous les matins, tu t'instaures un rythme. C'est-à-dire, te lever à une certaine heure, coucher à une certaine heure, prendre ton café, faire un rituel. En tout cas, lire tes journaux fait partie du rituel économique. Comprendre ce qui se passe vers 6h du matin, 7h. Quelles ont été les annonces? Je vois que certains beaucoup secouent la tête parce qu'ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire, 6h, comprendre finalement que à un moment, il y a peut-être eu des annonces au niveau de l'Asie qui sont arrivées, qui vont faire un mouvement de marché sur les États-Unis. C'est très, très important. Mais ça, c'est un rituel. C'est un rituel matinal. C'est un rituel matinal qu'il faut faire. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait instaurer finalement une hygiène de travail? Alors, c'est vrai que cette semaine, écoutez, avec les changements Zoom, tout ça, c'était compliqué. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, en plus, je suis sur la route. Donc, ça va être intéressant. Est-ce qu'on pourrait tous instaurer un rituel de travail? Et comment finalement vérifier votre rituel de travail? Moi, je pense qu'il serait intéressant, c'est que à 8h, par exemple, vous envoyez tous dans vos salons, amateurs, confirmés, et débutants, puisque vous ne communiquez pas entre vous dans ces salons, hein, c'est que dans le forum. Vous nous envoyez votre étude économique, c'est-à-dire votre bilan économique sur les informations économiques. Ça serait vraiment intéressant, c'est-à-dire votre vision du monde, votre vision économique le matin à 8h. Ça, c'est génial. C'est génial. Alors, il faudrait essayer de jouer le jeu, il faudrait essayer finalement de voir ce que ça donne. Et là, vous allez être surpris. Parce que certains, n'essayez pas de copier, hein. C'est vraiment un jeu qu'on fait entre nous pour vraiment apprendre. Ouais, dis-moi. Dis-moi, je sais pas si ce serait possible, mais moi, par exemple, j'essaie de soit regarder justement les annonces économiques ou autres, mais par contre, je sais pas les interpréter, tu vois. Ah, mais non, mais justement, alors. Oui, non, mais c'est beau. Ce que ça a comme incidence. Ah, non, mais alors justement, l'exercice, bravo, il est là pour ça. Justement, c'est ce que je veux venir. Bravo. C'est exactement pour ça. Parce que finalement, Ricardo, quand tu vas, c'est Ricardo qui m'a parlé? Ouais, c'est Ricardo. Ouais. Ricardo, quand toi, tu vas me parler d'économie en débutant ou en amateur ou en confirmé, vous n'aurez pas du tout la même vision des choses. Pas du tout. Et c'est un petit peu rigolo parce que on va remettre ça finalement sur, excusez-moi, je reviens un peu dans l'histoire, mais vous savez que j'aime l'histoire, un petit peu comme quand vous êtes apprenti, compagnon et maître, hein, quand vous étiez dans le bâtiment au XIe siècle, un apprenti n'avait pas du tout la même vision d'une cathédrale qu'un compagnon et encore moins qu'un maître, puisqu'il laissait son empreinte dans la cathédrale. Et d'ailleurs, certains maîtres maçons, quand ils rentrent dans une cathédrale, peuvent voir les indications d'autres maîtres et les apprentis ne les voient pas. Et tu passeras en tant qu'apprenti devant 1 million d'informations quand tu rentres dans une cathédrale, mais quand tu maîtrises la lecture, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, la lecture, voilà. Quand tu maîtriseras la lecture, tu comprendras ce que les maîtres ont voulu faire dans la cathédrale. Et bien, c'est exactement pareil en économie. Exactement pareil. Évidemment, il y a différents corps niveaux, débutants, alors on va dire les apprentis, les compagnons dans les amateurs,
et la maîtrise dans les confirmés. Et évidemment, un débutant n'aura pas du tout la même interprétation qu'un compagnon ou qu'un maître. Et c'est là-dessus qu'on va jouer cette semaine. Je pense que à partir de mardi, on peut jouer, même lundi, si vous avez envie, même si on n'est pas en bourse lundi, mais on peut s'amuser finalement à faire ce jeu qui est intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre finalement à interpréter. Et ensuite, on fait un bilan. On en discute en journée. Voilà, on dit oui, non, non. Et on voit finalement quelle incidence ça a sur le marché. Et ça, c'est du concret. Ça, du concret. Hein? Par exemple, Nicolas, on pourrait répondre à sa question tout simplement et développer sur les résultats du chômage. En fait, il faut comprendre le contexte tout simplement de la conjoncture actuelle économique aux États-Unis. Il faut savoir qu'on est en situation d'inflation et que pour faire face à l'inflation, l'autorité fédérale américaine a élevé les taux d'intérêt. Ouais, tout à fait. Donc, et qu'est-ce que ça a comme incidence? Eh oui. Ah oui. Bah, qu'est-ce que ça risque d'avoir comme incidence? Eh oui. Ça doit être non, non, c'est plus fin que ça. Les gens ne prennent plus de crédit. Ouais, et donc ça attire quoi? Ça fait quoi? Ben, ça fait baisser la consommation. La consommation. Et donc on crée la récession. Eh oui, c'est l'Ouroboros. Putain, il y en a qui doivent se reconnaître dans les mots là. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, sans mauvais jeu de mots. C'est simple, mais c'est la vérité. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est l'Ouroboros. C'est-à-dire que l'État, c'est ça, vous savez, c'est un peu comme on va mettre ça. C'est rigolo cette discussion. On va essayer de mettre ça sur le compte du trading. C'est un peu comme un trader aujourd'hui qui avait son compte à 10 000, il lui reste plus que 1 000 euros sur le compte, il a perdu 10 fois la mise, et il dit, bon, ben, je tente le tout pour le tout, et je vais foutre un putain de lot de 10, je tente le tout pour le tout, donc j'augmente mes taux, je mets un lot de 10, et puis je vais voir où ça arrive. Sauf qu'à un moment, son lot de 10 est tellement en stress qu'il peut plus, il a plus de marge pour pouvoir travailler, et c'est l'Ouroboros, c'est-à-dire que finalement, à la fin, ben, c'est le serpent qui se mord la queue, il risque de se casser la gueule, parce qu'il n'a plus d'argent pour travailler, donc c'est la récession. Et c'est exactement pareil pour un pays. Comprenez qu'un pays, quand il est basé sur l'économie, il ne travaille qu'avec la bourse. Et oui, il travaille qu'avec la bourse. C'est-à-dire que finalement, comme le disait Eric, on va parler de la Fed, mais c'est exactement pareil pour la BCE. Hein. Bon, on va parler de la BCE, tiens. On va parler de la BCE parce que ça nous touche, la Fed. Bon, ça nous touche indirectement. Mais admettons la BCE, pourquoi à l'époque, Lagarde n'avait pas augmenté ses taux d'intérêt, elle n'avait pas suivi la Fed. Qu'est-ce qui s'est passé? L'euro a chuté, le dollar est monté. D'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé juste après, que comme elle a eu un décalage par rapport à la Fed, il a fallu qu'elle accélère. Elle a dit, attends, on va pas perdre notre euro, on est descendu à 98 centimes, ne déconnons pas quand même, hein, ça va là, parce que nos entreprises sont en train de se bouffer les miches. Donc, du coup, elle augmente ses taux d'intérêt. Mais à qui elle augmente ses taux d'intérêt? Quand on dit la BCE augmente les taux d'intérêt, elle les augmente à qui, les taux d'intérêt? Est-ce que vous le savez? Aux banques. Ben ouais, elles augmentent aux banques. Ben oui, elles augmentent pas à toi. Elles augmentent aux banques. Mais quand on augmente, c'est un peu comme un fournisseur. C'est-à-dire que quand la BCE augmente son taux d'intérêt, finalement, elle dit quoi? J'augmente mon taux d'intérêt dans la banque, d'accord? Et finalement, j'essaye de grappiller un peu du pognon pour me faire une licence financière. Sauf que la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te répercute à toi l'augmentation, c'est obligatoire. Ah bah oui, c'est fournisseur client, hein, c'est l'offre c'est l'offre et la demande, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Sauf que comme elle t'augmente ses taux d'intérêt, elle passe de ton petit crédit de maison à 300 000, d'un coup elle te passe de 1% à 3%. Qu'est-ce qui se passe techniquement? Ah ben c'est-à-dire que tous vos crédits sont refusés. Ah ben oui, mais sauf que ça veut dire que tes marges d'erreur, ou en tout cas ta marge de crédit, elle se rétrécit. On passe de 30% à 35-40, ce qui fait que tu ne peux plus emprunter. Ah, tu peux plus emprunter. Alors, d'un coup, l'immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'immobilier? Il se casse la gueule. Ouais, mais qu'est-ce qui se casse la gueule avec l'immobilier? Qui est lié avec l'immobilier? Ben, le bâtiment. Les entreprises de bâtiment. Ah ben oui, les entreprises de bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le petit maçon qui attendait son devis, il a fait un devis de 50 000 euros pour faire une petite rénovation là, tranquille dans une maison. Le mec est allé faire son crédit. C'est son chantier de l'année parce que il est entrepreneur. Le mec, il a transpiré pour ça. On lui refuse pas parce que le client ne veut pas. C'est parce que la banque ne lui prête pas. Qu'est-ce qu'on crée?
Ce mec-là, il rentre à la maison sans pognon, sans rien pour nourrir sa famille. On crée quoi? De la récession. Alors, je vous ai résumé un petit peu la situation. Et ouais. Mais pourquoi ça Il y a eu un bon exemple. Il y a eu un bon exemple, justement, plus directement sur les banques. Donc, les taux d'intérêt ont augmenté pour les banques qui avaient emprunté aux banques centrales. C'est ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank et une partie du cas Crédit Suisse. En fait, ces deux grandes banques ont emprunté aux banques centrales et suite à l'augmentation des taux d'intérêt, elles se sont retrouvées en faillite puisque du coup, leur emprunt, car elles, ça impacte directement leur emprunt directement, avait complètement augmenté en termes de taux d'intérêt. Oui, tout à fait. Ça faisait comme l'histoire des... impacté nous sur le marché du trading. Tout à fait. On a fait comme le crédit à taux variable aux États-Unis, quoi. Alors, ça ressemble à ça. Mais alors, c'est un peu plus tordu le crédit auto variable puisque si je prends l'exemple des pays de l'Est, puisqu'ils ont bénéficié des taux variables suisses, c'était les mêmes qu'aux États-Unis, c'est encore plus dangereux puisque c'est encore plus violent, c'est encore plus malsain. Je vais expliquer quand même pourquoi. Parce que je prends l'exemple, par exemple, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Pologne, d'accord, où les salaires étaient très bas. Donc, on est sur des gens qui sont rentrés, je parle de la Hongrie, par exemple, qui sont rentrés en Europe. Sachez quand même, le salaire moyen en Hongrie, c'est 500 euros. C'est 500 euros. Eh oui. Et donc, il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire que ces gens-là ont emprunté pour des maisons à 100 000 euros. Donc, vous imaginez l'écart que ça fait à des taux très bas. Très, 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 très bas. On était aux alentours de 0,2, 0,3%. Sauf que, au bout de 5 ans, les taux sont passés à 3%. Ça veut dire que des Hongrois, écoutez bien ce que je dis, payaient plus que ce qu'ils gagnaient, c'est-à-dire 500 balles par mois, ils payaient 700, 800 balles, 900 balles de taux d'intérêt, ils payaient toujours pas le crédit. Et bien dans cette vague-là, il y a eu un taux de suicide, je vous le dis, puisque c'est vérifiable, un taux de suicide énorme dans le pays, jusqu'à ce que Orban coupe, donc le Premier ministre Orban coupe tous les robinets de toutes les banques, et a imposé aux banques, d'arrêter les crédits à taux variable, voilà, pour sauver finalement toutes les crises immobilières. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est finalement c'est exactement le même principe de l'inflation et de la récession. Inflation, récession. Alors finalement, on arrive dans quelle phase nous actuellement? Dans quelle phase on arrive? Dites-moi. Voilà. On va arriver en récession, tout à fait. On va arriver en récession, et c'est ça, et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où le pays, on est arrivé finalement au niveau du pays, c'est-à-dire le pays est arrivé à mettre ses taux d'intérêt forts. Est-ce que vous pensez que la France peut augmenter encore ses taux d'intérêt? Oh que oui. Eh ouais, elle va augmenter encore ses taux d'intérêt. Ouais, mais donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura plus qu'une case de personnes très privilégiées qui n'a pas peur de sortir 500 balles de plus, 800 balles de plus par mois sur un crédit. Moi, je vous le dis honnêtement, ça me fera ni chaud ni froid. Je vous le dis franchement. Mais ça reste comme une case. Ouais. Du coup, quand on arrive dans ce niveau-là, on appelle ça, on appelle ça la récession. C'est-à-dire que tu vas te retrouver donc dans une phase où l'immobilier, c'est-à-dire l'immobilier, on prend l'immobilier parisien ou dans les campagnes, on s'en fout, on prend l'immobilier. La maison que tu as acheté toi, Louisa, tu l'as acheté cette maison il y a 5 ans, tu l'as acheté 300 000 euros, 350 000 euros parce que c'était en haut en accélération, tu avais un taux d'intérêt intéressant, et puis tu divorces, je sais pas, tu as un problème, tu veux vendre ta maison. Voilà, tu veux changer de vie. Sauf que maintenant, tu arrives en récession, t'en fais quoi ta maison à 350 000? Qu'est-ce qui va se passer? Sur le marché, plusieurs maisons vont arriver à 350 000. Donc tu vas avoir un choix, l'offre et la demande. Donc les clients vont arriver, ils vont te dire, écoute Louisa, moi à 340 000, j'ai une maison plus belle que la tienne. Ben c'est pas possible, moi j'ai payé 350. Ouais, mais Louisa, plus personne n'a de crédit, il y a quasiment plus de clients, donc moi ta maison j'en propose 200 000. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu te prostitues, ou tu t'envoies en l'air, ou tu restes dans ta maison. On appelle ça la récession. C'est ça la récession. C'est exactement pareil que pour une baguette de pain. La baguette de pain qui valait tant là, maintenant elle va devoir augmenter. Si le boulanger, puisque les farines ont augmenté, attendez, les farines ont augmenté, elles ont pris 40%. Parce que l'électricité, ça a pris 200%. Donc le mec avec sa baguette de pain qui était à 90 centimes, maintenant il doit la vendre 1,40 €. Très bien. Ok, il la vend. Des gens qui ont les moyens, ils en ont rien à foutre de payer 1,40 €. D'ailleurs, je sais même pas, ils en ont rien à secouer. Mais quelqu'un qui a du mal à la fin du mois, est-ce qu'il y en a des millions de personnes comme ça? Mais oui. Eh oui, ces gens-là, quand ils vont voir 1,40 €, est-ce que tu crois qu'ils vont acheter la baguette? Non. Donc,
le boulanger, les 10 000 baguettes qui passent à la semaine, il va peut-être en passer plus que 4 000 ou 5 000. Et qu'est-ce qui va se passer? Récession. Comment il fait pour payer son électricité? Vous savez, ce que je vous dis là, c'est que ça touche c'est toute notre économie qu'il faut repenser. C'est toute l'économie qu'il faut repenser. Ben ouais. On critiquait le modèle bon, je suis pas communiste, vous l'aviez compris, hein. Enfin, voilà. On critiquait le modèle économique communiste, mais c'est peut-être celui qui va s'en sortir le mieux. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Quelle est l'économie qui s'en sort le mieux actuellement? La Chine, la santé, les hôpitaux. Ben, la Russie, hein. La Russie, c'est ben ouais, elle s'en sort pas mal, hein. Ben non, mais la Russie, non, mais attendez, la Russie, elle s'en sort pas mal. Pourquoi elle s'en sort pas mal? Parce que notre ami Poutine a simplement laissé ses usines en Russie, sa production en Russie. Tout est en Russie, et donc tout est produit russe. Ben oui. Pourquoi? Eh oui. Tu vois le résultat. Hein. Oui. Le père, il a dit on va les mettre à jour. Oui, mais on pourra. C'est renforcé le mec. Oui, on pourra. Il peut commencer à baisser le pantalon, je pense. Oui. C'est bien le problème de la France, cette idée. Oui. Et ce qui est encore plus dangereux, si je vais aller plus loin, c'est que dans l'Europe, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Alors, je prends l'exemple de la Hongrie. Ben oui. En Hongrie, pourquoi la Hongrie, le Premier ministre hongrois est porté haut et fort, même s'il n'est pas aimé en Europe? Tout simplement parce qu'il produit énormément en Hongrie. Il ne voit que par les Hongrois. C'est-à-dire que demain matin, la Hongrie devait sortir de l'Europe, elle a quand même une production interne, chose qu'on n'a plus en France. On n'a plus ça en France. Aujourd'hui, en Hongrie, par exemple, il y a énormément de champs de production, puisque toutes les familles produisent leurs propres légumes. Toutes les maisons en Hongrie ont des terres pour produire leurs légumes. En France, est-ce que vous produisez des légumes? Non, vous mettez vos plantes. Voilà. Ce qui n'est pas pareil. Ce qui veut dire qu'en France, aujourd'hui, on a abandonné nos usines, on a abandonné nos centrales, on a abandonné nos pilotes de société, nos gros chefs d'entreprise, on les a abandonnés. On les a fait dégager en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Angleterre, beaucoup en Angleterre. J'en fréquente énormément en Angleterre. Et on a tout le président qui n'a pas retenu les grosses entreprises quand ils se sont barrés? Si, mais bien sûr, mais tous. Non, mais de toute façon, tous. C'est pas besoin de parler de politique. Aujourd'hui, la France n'accepte pas les entrepreneurs. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans quoi? On se retrouve à faire les mendiants de l'Europe. C'est-à-dire, on va chercher un peu d'électricité en Allemagne, on va chercher du gaz en Russie, on va chercher nos légumes en Espagne ou au Portugal, alors qu'on est la première terre de production. Moi, je vous rappelle quand même que dans les années 80, on bouffait des cerises, on se les envoyait dans la gueule. Je sais pas, pour ceux qui ont connu les années 80, 90, bon, c'est la génération, rappelez-vous qu'on s'envoyait des cerises à travers la tronche. Est-ce que vous avez vu eh non, mais attendez, c'était au bord de la route, on se les envoyait dans la tronche. Vas-y, je vous le dis, on faisait, d'ailleurs, je veux dire honnêtement, on se faisait des biafrés de cerises. Aujourd'hui, avoir de la cerise dans une assiette en France, c'est un produit luxe. On a même revendu. Ils ont tout déporté parce que c'était moins cher, non? Moi, je les cerises. Tu les cueillis sur le bord de la route. Non, c'est pas ça. Mais bien sûr. Et c'est pas que c'était moins cher des produits avant. Un arbre, quand il est français, que tu le cueilles, que tu vas le vendre dans ton magasin à côté, il est moins cher que si tu veux venir d'Espagne. Le problème, il est pas là. C'est que quand on a fait à l'Europe, on a dû faire des pactes avec l'Europe. Donc, on a fait des pactes d'exportation et d'importation, d'inflation et de récession. C'est tout. Notre électricité qu'on produit, au lieu de la consommer, on la vend. Exactement. On la vend à quelqu'un d'autre. Notre électricité, au lieu de la produire et de la consommer, on la donne à quelqu'un d'autre. C'est de l'exportation, importation. Il faut intégrer ça dans votre tête parce que finalement, tout ce que je vais vous demander d'analyser cette semaine, ce n'est que ça. C'est-à-dire que comment finalement interpréter une annonce économique qui arrive finalement asiate, chinoise, ce que vous voulez, américaine, elle tombe dans votre journal, parce qu'à l'époque on lisait le journal. Voilà, bon non, c'est plus rapide, on a Internet. Voilà, exactement. On arrive finalement dans notre journal et on voit, tiens, telle société s'est plantée la gueule, telle banque a coulé, telle ci a coulé. Tiens, on parle de Binance encore ce soir. Qu'est-ce qui va se passer avec Binance? D'ailleurs, Binance, je vous en ai parlé il y a 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer avec Binance? Quel effet Binance va avoir sur le marché crypto? Ils vont fermer, je crois.
Je crois. Ah, je crois. Eh ouais, mais je crois. Attendez, ça me rajoute notre rouge d'Interpol sur CZ, etc. C'est plein de petite évidence. Il y a un fond, Ah oui, complètement. un fond qui est certainement solide, puisque évidemment, de toute façon, c'est toutes les institutions qui sont répréhensibles. Hein. Personne n'est blanc, tout le monde est gris. Ah oui. Après, Binance, c'est une cible facile. Hein, le domaine de la crypto qui n'a pas été encadré pendant des années, tout d'un coup, on leur tombe dessus. Ah, facile, mais il y a des responsables. Des responsables qui jusque-là n'étaient pas intervenus et qui sont eux-mêmes répréhensibles. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que si il y en a un qui tombe, c'est toute une bande qui va tomber. Hein. Ah, j'ai déjà entendu cette info, ouais. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, sur un seul mot, on a plusieurs interprétations. Quelqu'un qui est peut-être pro Binance ou qui est dans la crypto, qui va certainement pas avoir la même réflexion que quelqu'un qui est pas dans la crypto. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange. Et d'ailleurs, on appelle ça le ragot. Ben ouais, le ragot, pourquoi? Parce que tous ces ragots font varier la bourse. Et quand mardi, je vous ai dit, oh là, ils font une anticipation sur le marché. Vous avez vu les vagues qu'on a eues? C'était pas tradable cette semaine. Faut être très clair. C'était compliqué à trader. Ben ouais. Je te donne un exemple rigolo, Nico. Ouais. Un exemple rigolo. C'est le changement de la photo de profil de Twitter par Elon Musk cette semaine. Ouais. Il change la photo de Twitter pour un Shiba Inu, qui fait grimper le cours du Dodge de 35%. Je me suis gavé. Je me suis gavé. Je me suis gavé. Je l'avais pas vu, je me suis gavé. Il est déjà retombé de 25% parce que il a été obligé de remettre la photo du petit oiseau. Ouais. Hein. Et tout ça sur fond de procès à je sais pas combien de milliards d'euros encore. Oui. Vous savez comment ça s'appelle ça? Un délit d'initié. Ouais, un délit d'initié. Ah oui, non, mais c'est important parce que ce mot, vous le connaissez dans les loups de Wall Street, mais personne ne sait ce que c'est en fait finalement le délit d'initié. Alors, pourquoi je me suis gavé? Parce qu'il y a quelques temps, je vous invite à acheter du Shiba Inu, vous vous rappelez? Je m'en souviens, Nico. Donc j'ai pris 35% sur 60 000, donc j'étais bien. Voilà, donc c'est Donc en gros, t'as fait quoi? T'as acheté que t'as Il a dit acheter tout. Il y a quelqu'un qui avait dit dans quelle crypto investir. Et Nico, il avait dit investir dans Shiba Inu. Voilà. Et vous l'avez enregistré sur YouTube. T'as vendu. Oui, bien sûr. Avec 35%. Ben, bien sûr, je vends, bien sûr. J'ai mis un BE. Et la même photo, tu savais que ça allait. Non, je vais vous expliquer pourquoi je le savais. Parce que aux États-Unis, c'est depuis un petit moment qu'ils s'amusaient avec le Bitcoin. C'est vrai que Shiba Inu était dans ses papiers et que c'était un produit à acheter parce qu'il valait que quelques 0,00 quelques centimes. Quand j'ai dit ça sur TikTok et Internet, ouais, le Shiba Inu, il y a des baleines. Mais je m'en bats les couilles qu'il y ait des baleines. Dans la mesure où j'en achète 60 000, si je prends 30%, je prends 30% 60 000. Moi, je m'en fous des baleines. Je suis pas cryptomanien ou cryptomaniaque, si tu veux. Moi, j'achète un produit qui prend 10-20%. Après, je m'en fous, je sors. Je vais pas le garder à vie. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous voyez, c'est une prévision qu'il y avait il y a un mois, je crois, ça. Elle doit se retrouver sur YouTube. Un mois. Il y a un mois, tu vois, sur YouTube, puisque moi j'avais de l'information, c'est vrai. Et c'est marrant parce que ça s'appelle un délit d'initié, sur lequel j'ai profité indirectement. Et alors comment ça marche le délit d'initié? On va parler d'Elon Musk, hein, parce qu'Eric en parle, c'est vraiment rigolo, parce que vous savez très bien qu'Elon Musk. Ah, il fait que ça. Mais Trump aussi, Trump, il en fait beaucoup aussi. Enfin, il en a fait beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Trump, si on prend l'exemple de Trump, quand il était en campagne officielle, il s'est retrouvé, attendez, il paye tout en fonds perso, le garçon, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de crédit. On est bien d'accord, il n'y a pas de crédit. Non, il n'y a pas de crédit. Là, le mec, sur le portefeuille, il met la carte bleue, il fait un virement, il fait ce qu'il veut, mais c'est en fonds perso. Et finalement, pour réalimenter ces fonds, comme ça fonctionne, c'est que ces gens, ils ont tellement d'influence que quand il mettait une photo de Bitcoin dans son truc, le Bitcoin flambait. Quand il l'enlevait, ça diminuait. Donc ce garçon, qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, il prenait un Bitcoin, il l'achetait pour $1 million, $2 millions de Bitcoin. Il mettait simplement une photo de Bitcoin, ça flambe, ça prend 20-30%. Il coupe, il s'est goinfré, il récupère son pognon. Ça s'appelle du délit initié. Bon, et le plus évident, c'est Elon Musk, parce que lui, il l'a fait. Ouais, mais lui, il l'a fait 2 fois. Ah, là, on revient. Alors, attention, là, on est où, là? J'ai lu le son. On est où? C'est l'heure ou c'est pas l'heure? C'est l'heure ou c'est pas l'heure? Quelle heure il est? Alors, c'est pas l'heure. Il reste 1 heure, je crois. Ah, il reste 1 heure, merde.
Qu'est-ce que tu me fais? C'est pas... On parle 20 minutes. Mais oui. Oh, mais vous partagez. Moi, je veux voir la vidéo. Hein. C'est obligatoire. Ah oui. Alors, attends. Alors, je vais te parler d'elle. Putain. Oh, l'équipe. Non, le mouton. Oh, l'équipe. Ouais. Putain, l'équipe, là, on est mal. Bon, alors, on y va. Alors, Elon Musk est arrivé. C'est ça, la Ouais, bah, elle est enregistrée, Louisa. Elle est enregistrée, Louisa, ça. Alors. Louisa ne tire pas de Ah, voilà. Bon, allez, on revient à Elon Musk. Et on y va. Alors, Elon Musk, il a fait 2 fois. En fait, quand il a eu un problème, vous savez qu'Elon Musk a eu un souci avec son groupe Tesla. Bah, c'est pas un secret. Malgré qu'il ait fait des bons chiffres, à un moment, Tesla était dans la tourmente avec les batteries et le problème aussi des paramètres électroniques, hein, des composants électroniques. Qu'est-ce qui s'est passé à Tesla? Il s'est commencé à se casser la gueule. Au niveau des actionnaires, hein, je répétais, c'est vraiment les actionnaires qui commençaient à perdre confiance, hein, c'est normal. Hein, et le mec, il a plus de pièces pour produire ses voitures électriques, ça chute. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Elon Musk? Évidemment, moi, Elon Musk, je suis pro-Bitcoin, évidemment. Je vais accepter le Bitcoin dans ma société Tesla et vous allez pouvoir acheter des Tesla avec vos Bitcoins. Il a acheté pour 12 millions d'euros de Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Bitcoin? Explosion jusqu'à 40 000, 50 000 $ de Bitcoin. On y va, roule. Le mec, il s'est goinfré. Mais quand je dis goinfré, c'est de même de l'indécence. Ça frôle l'indécence. Non, ça frôle. J'ai posté un tweet notamment qu'on se rappelle qui avait poussé le Bitcoin justement à 60 000 $. Voilà, jusqu'à 60 000 $. Donc là, il a arrêté, après il a arrêté. Non, mais regardez ce qui est marrant. Il a retiré, il a vendu. Non, il a mieux fait que ça. Il a retiré, il a vendu, mais il a mieux fait que ça. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait une annonce une semaine après, quand il était à 60 000 $. Tesla refuse les bitcoins parce que c'est pas contrôlé. Il l'a pris à la vente. Non, mais attends, il l'a pris à la vente. Il l'a pris à l'avance, il l'a vendu. Alors, je fais plusieurs milliards à l'aller, plusieurs milliards en retour. Merci, papa. Ah, bon, vas-y, adopte-moi. Ah oui. Alors là, ça tire à balles réelles. Hein. Là, c'est pas de la démo, tu vois. Là, on est à balles réelles. Ah oui, là, on est à balles réelles. Là, c'est-à-dire, là, ce que je vous ai montré ce matin sur le M. Ah oui, ce que je vous ai montré sur le M, c'est du réel. C'est-à-dire, lui, il a pris à la montée, à la descente. Et puis, il a encore mieux fait. C'est-à-dire que quand il avait vendu, il a remis une petite photo. Toute petite photo. J'aime le Bitcoin. Et c'est encore remonté. Et oui, sur la vague, c'est remonté. Il a repris quelques milliards. Et après, ça a chuté à 15 000. Voilà. C'est là où c'est intéressant. Mais c'est un créateur de tendance. Oui. Oui, et d'ailleurs, ça a été un problème. C'était un vrai problème parce que et c'est d'où la régulation des crypto-monnaies. Parce qu'en fait, il y avait tellement d'influenceurs que la crypto n'était pas régulée que beaucoup ont y laissé la chemise. Et si t'étais pas, franchement, américain ou vraiment dans le cercle très fermé de la crypto-monnaie, tu pouvais pas avoir les tendances. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Tous les mecs disent, ouais, mais la crypto a monté à 100 000. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pas toi ou le marché qui va décider. C'est un mec, un matin, qui va dire, un mec comme Elon Musk, un influenceur, voilà, qui va dire, je prends de la crypto-monnaie, la Bitcoin c'est intéressant, alors la Bitcoin va monter. Si demain matin ces mecs-là, vous leur cassez trop les bonbons, ils vont dire la Bitcoin ça vaut rien du tout, elle vaudra quelques centimes. Et c'est le problème du Bitcoin. C'est pour ça que je vous dis, amis débutants, quand vous êtes en Bitcoin, enfin en crypto-monnaie, faites attention. C'est pas que je suis contre ça, vous l'avez compris, parce que j'ai pris 35% sur les Shiba Inu. J'en ai rien à foutre. Mais il faut avoir d'expérience, il faut avoir de l'expertise. Tu rentres pas comme ça. Pour ça que faites attention. Parce que 50 € pour quelqu'un qui en a besoin, c'est énorme. C'est autant que moi quand je prends 200, 300 000. C'est beaucoup d'argent. Ça a autant d'importance. Ça a autant d'importance. Voilà. Une question sur ce sujet. Ouais, oui. À long terme. Je rejoins la discussion économique. Qu'est-ce que tu penses de la finance décentralisée par rapport au contexte et peut-être qu'il y a les moyens qui nous permettraient de sortir justement de ce cercle vicieux, d'inflation, récession. Moi, je trouve ça. Alors, c'est ça. Alors, moi, je trouve ça. Je suis un anarchiste dans l'âme. C'est-à-dire que on peut pas avoir la vie que j'ai sans être un borderline. Vous avez compris. Le mec, il est pas en France, il est dans plusieurs pays, donc je suis pour, évidemment. Mais je suis obligatoirement contre. Aïe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'âme,
je suis pour. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on arrête de nous prendre pour des cons et qu'on arrête de nous imposer des taux d'intérêt, qu'on nous empêche d'utiliser notre argent comme on a envie. Si j'ai envie de te faire un virement de 100 KE, je peux pas le faire, je suis obligé d'appeler ma banque pour pouvoir le faire. C'est un scandale. Le numéro de compte. Voilà, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que aujourd'hui, j'ai un garçon qui voulait faire un virement. Écoute bien ce que je te dis, hein, c'est réel. Hein. Peut-être qu'il est là. Il était au Crédit Agricole pour faire un virement de 60 €. Il n'a pas pu le faire. Parce que comme notre société est américaine, il faut qu'il appelle le Crédit Agricole pour créer un compte de virement aux États-Unis lundi pour virer 60 €. Alors rien que pour ça, ils méritent tous de toutes couler ces banques-là. Évidemment que je suis pour être sur un système hors système. Sauf que on a un problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des génies en informatique. Et là-dessus, on aura du délit d'initié, ce que tu veux, ou tu vois ce que je veux dire, on aura même du piratage hors norme sur lequel tu te rendras pas compte, et que le pauvre papy ou les mecs qui ont pas la notion informatique, se feront baiser à chaque clic. Ce que je veux t'expliquer, c'est que Eric, on a eu un exemple aujourd'hui concret en 2 jours. Un changement de code, Eric, a posé pour 150 personnes un problème qui était de l'ordre du nucléaire. Est-ce que demain matin, si je te dis demain matin, Eric, on arrête les cartes bleues ou on arrête le système bancaire, système classique, on n'a plus de conseiller, même s'il est nul, même s'il sert à rien, même s'il nous emmerde, on enlève une agence et une personne qui a 60 balais, 70 balais, ou sur lequel il peut pas voir, crois-moi que le pays, tu le mets à feu et à sang. Ce que tu veux dire, c'est vrai que là, actuellement, il y a des risques. Hein, c'est justement ce sujet dont on parlait sur le plan sécurité. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution possible de l'économie, de la finance décentralisée et des services des banques et des assurances pour justement apporter des garanties, des assurances? Alors moi je suis en contact directement avec vous le savez, avec la BPCE, pas la BCE mais la BPCE, Société Générale, et donc ils mettent actuellement des outils pour nous entrepreneurs, des outils assez puissants, c'est-à-dire de décentralisation économique, et donc l'euro numérique arrive. L'euro numérique arrive. Donc l'euro numérique, que ça nous plaise pas, c'est dématérialisé, d'accord? On n'est plus sur un produit fini, c'est dématérialisé, c'est un nombre numérique, c'est du binaire, d'accord? Bon, ça commencera par là. Oui, est-ce que on a des sociétés comme des grandes sociétés comme Atos qui développent des technologies de chiffrement quantique. Hein. Donc là, on passe à un niveau supérieur où les ordinateurs classiques ne sont plus capables de déchiffrer un flux. Ouais, mais c'est dans 20 ans, dans 30 ans peut-être. C'est-à-dire que Atos développe son. Oui, mais tu sais, c'est un peu. Tu te rappelles le franc et l'euro. On en parlait déjà 30 ans avant. Et on se disait, le jour où ça va arriver, ça va être un cataclysme. C'est arrivé, ça a été un cataclysme. C'est-à-dire que c'est arrivé, ce jour-là. La démocratisation. La démocratisation a mis 30 ou 40 ans avant d'arriver. Et malgré ça, ce jour-là, on a tous perdu 20-30% de pouvoir d'achat. Imagine le jour imagine le jour où une monnaie comme, on va l'appeler Bitcoin si vous voulez, arrive comme la monnaie générale. Et donc, on n'a plus un État, on n'a plus comme les États-Unis qui font les maîtres du jeu, on a une monnaie mondiale. Mais est-ce que c'est pas plus dangereux presque? Non, mais ce que je vais t'expliquer, Eric, si on va chercher plus loin, allons chercher, mais vraiment loin. C'est-à-dire, le créateur de Bitcoin, il existe, que ça nous plaise ou pas. Il y a bien, c'est pas d'ordre divin, d'accord? Là, le dollar, on sait d'où il vient. Il vient des États-Unis d'Amérique. On sait qu'il y a une planche à billets. On connaît la Fed, on sait qu'on se régit. Maintenant, comment? Oui, il y aura un peu de forex. Il y aura un peu de change. Non, mais on pourra peut-être avoir un taux de change sur différentes cryptos, évidemment. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il y aura bien une monnaie de référence. Puisque comment tu vas échanger un BTC avec un Ethereum et tout. Donc, il va falloir une monnaie de référence. Et donc, non, mais s'il n'est pas, on parle de crypto, on parle de finance décentralisée, il y a le Bitcoin, parce qu'il faut que les gens le comprennent, parce que le Bitcoin, c'est quoi? C'est un actif. Oui, tout à fait, c'est un actif. L'actif qui a démocratisé la crypto-monnaie. Mais il y a, dans la crypto-monnaie, on a aussi les stabilités. Bravo, Django, c'est vrai. Django, tu as raison. La boutique, bientôt. Des devises, pour le moment, qui sont des monnaies fiduciaires, qui vont se transformer en crypto-monnaie. C'est ça que. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on se retrouve dans une situation où le divin qui a créé la crypto, peut-être on aura le nom un jour, hein, voilà,
Peut-être d'ailleurs, ce serait peut-être même ceux qui font le délit d'initié. Ils n'ont jamais été arrêtés. Enfin, on verra. Mais ce divin sera effectivement le roi du monde. Mais ça supportera que sur quelques groupes de personnes, pas sur un pays complet, tu comprends? Sans aucun moyen de pression. Un moyen de pression que tu peux faire aux États-Unis, c'est envoyer un missile. C'est un moyen de pression. Tu peux avoir un moyen économique, c'est on vous supprime l'exportation et l'importation. C'est un moyen de pression. Comment, sur un groupe de personnes cachées, tu peux avoir un moyen de pression? T'en as pas. Donc, t'as plus aucun moyen de pression par pays. Comprenez que la monnaie, c'est aussi une guerre géopolitique et économique. De l'émousse. Eh oui, non mais c'est ça. C'est un moyen aussi. Eh oui, non, mais ce que je vais expliquer, c'est que demain matin, on enlève une monnaie. On enlève nos monnaies. On enlève l'euro, on enlève le dollar, et on prend une monnaie qui est du vent, qui n'est pas imprimable, qui est un nombre numérique. Ça veut dire que déjà, il y a des génies informatiques qui vont pouvoir s'alimenter les comptes comme ils veulent. Mais toi, normal, français normal, moyen, tu vas rester avec ton truc. Ok, pas de problème. On achète nos tomates, nos pommes avec nos cartes Bitcoin dématérialisées. Moi, je suis d'accord avec ça. Aucun problème. Aucun souci. Aucun problème. Sur qui tu te retournes s'il y a un problème? Demain matin, ton compte se vide. Chez qui tu vas aller? Quand je vois moi, quand je vois les sociétés qui se sont fait liquider là, il y a un mois, en Bitcoin, les mecs ils ont tout perdu. Voilà, je vais vous donner parce que vous le savez, vous tapez sur Internet, j'ai un cousin qui joue au baseball. Bon, dans une grande équipe. Voilà, il a perdu 2 millions d'euros. Oh, en Bitcoin. Mais non, pas en Bitcoin, sur la société qui a coulé. Ah. Impossible de les retrouver. C'est-à-dire qu'un matin, ça fait partie des placements, mais un matin il s'est levé, il a mis sa carte, ça n'a pas marché, il s'est connecté, il y a un souci, non, il n'y a plus rien, zéro, c'est fermé. Sur qui tu te retrouves? Avec un mec qui est parti sur une île à la con, voilà. Peut-être qu'il va être jugé, mais il n'y a plus d'argent. L'argent, il n'est pas matérialisé, c'est pas comme dans une banque où tu le prends, il n'y a pas d'or, il n'y a rien. Et c'est là, où c'est dangereux. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas si simple que ça. Quand j'entends certains me dire, ouais, mais il faut absolument, non, mais prenons du temps. Il faut comprendre l'aspect géopolitique. Déjà, il y a ça, c'est-à-dire au niveau de l'humain, c'est-à-dire que tu n'as plus d'agence. Tu tombes sur des robots qui vont te répondre. Je prends mon exemple concret. Android et Apple. Pour moi, Android et Apple, c'est l'enfer tous les mois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les mois, vous vous abonnez. Il y a évidemment de l'argent qui rentre dans la société. C'est pas un secret. OK? Très bien. Android, tous les mois, me mène une enquête. Tous les mois, mène une enquête. Mais vous savez qui c'est qui me mène une enquête? Sur moi? Tous les mois? C'est un putain de chat robotisé qui me pose des questions sur mes papiers, sur ci, sur ça. Ce mec-là, je peux pas discuter. Je dis, mais je vous l'ai envoyé la semaine dernière. Non, monsieur, il faut m'envoyer ça. Si t'as pas rempli la telle case, tu dégages et t'es bloqué. Tous les mois. Et ben, vous savez quoi? Que j'ai dû embaucher un mec pour répondre à un robot. C'est que j'ai un garçon qui s'appelle Rami, qui travaille toute l'année avec nous. Et heureusement qu'il est là, hein, parce que je vais vous dire, non, ce mec-là écoutez bien, c'est un ingénieur informaticien, il travaille au Japon, c'est une pointure dans son truc, et il est là pour nous aider, pour répondre à un robot. C'est un scandale. Et ben c'est ça qui va vous arriver, ça me donne des démontées. Et c'est là-dessus où ça devient dangereux. Parce que si même on va aller encore plus loin dans les pays, demain matin, on a un problème économique ce qui arrive entre la Russie, les États-Unis, la France, que vous voulez, l'Europe. Voilà. La monnaie évite des guerres. Alors, je sais que c'est très contradictoire ce que je vous dis, hein. C'est très dur. Mais est-ce que vous savez le nombre de guerres qu'on a évitées juste avec des sanctions économiques? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de missiles qu'on a évité de se prendre dans la gueule? Je sais que c'est fou ce que je vous dis, mais une sanction économique, quand on verrouille, ça fait chier le pays sur lequel fait. Je dis pas que c'est justifié. On oublie ça. On parle pas de politique, hein. C'est simplement de dire la sanction économique évite souvent les missiles. Demain matin, tu n'as plus le levier, l'effet de levier, sanction économique. Qu'est-ce que tu as? Tu as directement le missile. Parce que les pourparlers, il n'y en aura pas. Hein. Il n'y en aura pas. Ton voisin, il te fait chier. Tu peux pas lui dire, je te bloque l'exportation, je te bloque l'importation. Qu'est-ce qu'on a? Quand le dialogue, il est rompu. C'est le missile direct. Et vous avez remarqué quelque chose? C'est que tous les pays, maintenant, vous n'avez pas remarqué la course à l'armement? Ça vous inquiète pas, ça? Si, c'est vrai. Oui, c'est 235. Ils cherchent plus ça. Eh oui. C'est la course à l'armement. Rapport après.
Si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, 2 ans, la Russie n'arrêtait pas de faire des défilés partout de son armée. Tout à fait, mais pas que la Russie, la Chine, la Corée du Nord aussi. D'ailleurs, la Corée du Nord, je vous invite à aller tous voir et à liker la vidéo de la Corée du Nord parce qu'elle est absolument magnifique. Voilà, c'est un truc qui est extraordinairement beau à voir. Le défilé quand il présente finalement son missile, on dirait un film des années 70, des années 80. C'est vraiment extraordinaire. Faut aller la voir parce qu'elle est absolument magnifique. Voilà, ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est vrai que la monnaie pourrit les gens. C'est vrai que la monnaie finalement, mais l'argent est un levier puissant pour éviter aussi de s'entretuer. On s'entretue pour l'argent, mais ce que je veux dire, dans certains pays et dans beaucoup, on a évité beaucoup de guerres grâce à la monnaie. Voilà. Alors je sais pas maintenant si avec une monnaie virtuelle, on serait capable de le faire. Je pense pas. Et je pense que le jour où on fait de la monnaie virtuelle, notre seul et unique moyen de paiement, on se retrouve finalement confronté à, on a enlevé notre support ou notre résistance. Tu vois ce que je veux dire? Notre protection BE, on l'a enlevé. On est directement confronté, on est directement exposé. Et ça, seul l'avenir nous dira, mais moi je pense que ça craint. On est dans une mèche, on va dire, une mèche. Ben là, t'es dans ta zone numéro 2. Une émotion. Ouais. Ah ouais, t'es dans ta zone numéro 2 d'accélération. Ça a quand même été intelligent que Poutine, quand il a indexé le rouble à l'or. Mais bon, déjà ça a toujours été, puisque même si le rouble a toujours été indexé indirectement. Ce que je veux t'expliquer, c'est que si je parle de la Russie, on peut parler aussi du florin en Hongrie, puisque la Hongrie est encore plus malin. La Hongrie, elle a pris l'euro et elle a gardé sa monnaie. T'as compris l'histoire? Donc eux, ils jouent sur les deux tableaux et ils ont acheté des tonnes. Et d'ailleurs, c'était le plus gros acheteur d'or en Europe. Un pays où le salaire moyen est à 400 balles. Hein. Le plus gros acheteur d'or en Europe. Je vous laisse réfléchir pourquoi. Simplement pour maintenir le pays à flot. Mais c'est ce qu'il a fait Poutine. Mais Poutine, vous n'avez pas lui apprendre l'économie. Vous imaginez quand même pas qu'un matin il s'est levé, comme une envie de pisser, il est allé dire je vais aller voir nos amis, je vais faire une guerre. Vous imaginez que ça fait 15 ans qu'il prépare ça. Non, mais enfin, de toute façon, c'est une guerre qui date depuis plus de 15 ans. Là, l'histoire là, ça date depuis plus de 15 ans qu'ils se mettent sur la gueule. Voilà, donc voilà, c'est un truc, ben évidemment. Donc c'est pas lui qu'on va apprendre l'économie. Le mec, il doit se marrer. Il dit allez, enlevez. De toute façon, j'ai déjà acheté des cendres. Mais l'Europe le savait très bien. L'Europe savait très bien. Là, l'histoire finalement de faire des sanctions économiques, c'est juste pour dire on t'a aidé de façon humaine, mais on n'est pas rentré en guerre pure. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable. Déjà, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Exactement. Ils ont 2 jours de munitions. On n'a pas les moyens. Non mais attendez, je vous rappelle non mais attendez, 14-18, je vous rappelle que on s'est retrouvé sans munitions sur le champ de bataille et qu'en 39-45, pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire, on n'avait pas les bons fusils avec les bonnes munitions. Juste pour vous rappeler un petit peu l'histoire. Donc la France. C'est la Russie qui tient l'Allemagne. Oui, et donc la France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir quand même que la France, en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, on avait le plus gros stock d'or du monde. Bien sûr. Le plus gros. Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est fini. Mais ce qui est encore plus marrant, si vous parlez de l'Europe. Non, mais ce qui est encore le plus marrant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a le SCAF qui devait arriver, le fameux SCAF. J'aime bien, moi, le truc militaire. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on avait le SCAF qui était une machine extraordinaire, que Dassault devait financer avec Airbus, tout le cinéma. Vous savez quand même que le SCAF a pris des années de retard à cause des Allemands. Voilà, ce que je vais vous expliquer, c'est que même en Europe, on n'est pas capable de s'allier pour faire un truc comme le SCAF. Je t'explique un truc. Demain matin, le SCAF, il arrive, on craint plus des gains. On craint plus des gains, c'est tout au plus. Moi, ce que je veux quand même vous dire, c'est qu'en France, malgré qu'on n'ait pas les bonnes munitions, les bonnes armes, on a quand même des génies en France. Ça, on peut pas nous l'enlever. Je veux dire, moi, le mec qui a créé le Rafale, je t'explique, le Rafale, il a plusieurs années. Il est vieux, le Rafale. Il est encore au top niveau. Non, mais il est encore au top niveau. Ça veut dire que déjà, la France, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je vais te dire, moi, les Américains, vous savez que j'adore les Américains, mais les Américains sont complètement à la ramasse par rapport au SCAF. Quand le SCAF va sortir, on a 30 ans d'avance. Regardez ce que c'est le SCAF. J'ai travaillé chez Airbus. Ah bah tiens. On va former politique pour politique de développement. J'avais l'infrastructure chez Airbus. Ouais. Et je peux vous dire que ça fait peur.
parce que c'est grave, hein. C'est complètement sous-géré. Les budgets alloués justement aux infrastructures et à l'accompagnement des projets, c'est zéro. On travaille avec des groupes indiens dans lesquels les process d'habilitation sont souvent pas respectés. Voilà, on se dit que c'est énorme, que c'est pointu, etc. Le Rafale, le SCAF, mais passe à une nation forte comme la Chine qui se rendra complètement autonome. Pourquoi? Parce que elle utilise le format de communisme, comme l'a dit Nico tout à l'heure, comme la Russie, qui travaille le plus en interne possible, qui verrouille, voilà, un maximum ces informations, ces sous-traitances, etc. On a une souci à se faire parce que en termes de procès d'intégrité, tout simplement, l'intégrité, c'est ce qui justement ce qui implique les notions de sécurité, de fiabilité. Ouais, tout à fait. On est vraiment mal. Et vous savez, dans une société, mon beau-frère, moi, je suis hélicoptère à Marignane. Ouais, bah c'est pareil. Je fais de l'hélice, c'est vrai. Et je me le dis, mon beau-frère. Non, mais c'est le même combat. Et c'est pour ça que dans une société comme la nôtre, donc comme Wall Street Forex, j'ai aucun sous-traitant. J'ai aucun sous-traitant, je vous le dis, hein, non mais c'est réel, j'ai aucun sous-traitant. À part Apple et Android, vous avez compris, j'ai pas le choix. Voilà, enfin, mais sinon j'ai aucun sous-traitant, tout est fait en interne. Mais pourquoi? Parce que je veux pas être soumis à une annexe. Parce que ce jour où l'annexe a pas envie de t'emmerder, il coupe les robinets, il coupe les ponts et il te bloque. Et pour l'avoir vécu, et pour l'avoir vécu plusieurs fois dans les sociétés de bâtiment, puisque j'ai eu des grosses sociétés de bâtiment, quand tu sous-traitais un plombier ou un électricien et que le mec il n'avait pas fait son coup la veille, il venait de casser les bonbons le lendemain matin, il faisait pas ses tuyaux, il te mettait en retard toute une équipe, c'était insupportable. Et du coup, tu prenais du retard sur tes chantiers, et c'est exactement pareil pour une société. C'est exactement pareil. Et d'ailleurs, c'est exactement pareil partout. Voilà. Donc, c'est vrai que dans un pays ou dans une société, il faut rester en interne et absolument produire. Et c'est vrai que le système économique, et le système économique, mais seul ou en collaboration interne, en faisant rentrer ton collaborateur dans ta société. Et donc, tu es collaborateur. Ce que je veux t'expliquer, c'est que l'union peut faire la force. Travailler seul, à un moment, tu es limité. Si tu veux développer, il faut faire une union. Voilà, il faut faire une union. Voilà. C'est ce que tu es en train de faire là actuellement avec vous Français, oui, parce qu'aux États-Unis c'est déjà fait. Voilà, aux États-Unis c'est déjà fait. En France, c'est peut-être nouveau pour certains quand je parle d'actionnariat, quand je parle de collaboration, quand je parle de tout ça, ça surprend les gens. Les gens se disent putain, mais c'est ça. Oui, mais parce que il y a un intérêt commun à la fin, c'est d'arriver au bout de l'idée, au bout du projet ensemble, parce qu'à la fin finalement, quand tu auras une médiathèque de 600 vidéos avec 400 livres, elle a une valeur mobilière pour l'entreprise, mais aussi pour les gens. C'est-à-dire que tu rends compte, tu peux avoir la médiathèque la plus grosse de communauté avec une médiathèque énorme. Tu peux avoir aussi une centaine de traders qui peuvent t'aider. Ça vaut tout l'or du monde. Est-ce que ça vaut 60 € par mois? Non. 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 C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que arriver à garder ces tarifs, c'est grâce à la communauté, c'est aussi grâce à vous, c'est grâce à des gars comme Eric, comme Thomas, comme Louisa, comme tous ces gens qui s'investissent en fait dans la société. Beaucoup m'ont écrit en privé en me disant « Nico, est-ce que je peux t'aider ?» Alors c'est vrai que des fois je réponds pas, mais j'ai 5382 messages de retard sur mon email. Ah mais écoutez, 5000, je vous le montre, 5382 messages en retard. Donc c'est vrai que je réponds pas à tous, mais évidemment, vous êtes dans une communauté. C'est en plus de l'application, bien sûr qu'on a besoin. Si vous voulez, administrateur, allez voir Thomas ou Eric, bien sûr qu'on a besoin. Ne soyons pas bêtes, on est là pour faire grossir le travail. Il y a l'application qui est avec vous, mais il y a aussi la communauté. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Voilà, parce que c'est que du bénévolat, et je trouve que c'est une très bonne idée finalement, et ça vous fait une bonne équipe de travail. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup travaillent. Vous travaillez en groupe, c'est très bien. Certains vous prenez vos signaux, c'est très bien. 6 mois après, je peux vous le confirmer, et voilà, ça va très très bien comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières parce qu'il est 20h? Non, très belle soirée. Ouais. Alors, c'est vrai que... Alors, excusez-moi. Oui, dis-moi. Vas-y. Tu sais, bon, je suis désolé de te poser cette question. Est-ce que tu as mis des numéros, tu sais, sur les leçons que tu nous as fait? Celle d'hier soir, celle d'avant? Non, parce que j'ai mis leçon de telle date à telle... Et en fait, j'ai écrit leçon du 4, 11h, leçon du 4, 19h. Donc voilà. Non, j'ai pas mis les noms.
J'ai pas mis les noms. Non, j'ai pas mis les noms. Non, mais je vais être honnête. Alors, non, mais je vais être honnête. Pour les nouveaux, pour qu'ils sachent pas quoi commencer et. Ouais, mais non, mais je vais être. Apprendre en fait. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous me croyez ou non, quand je commence un live, je prépare quasiment. Enfin, déjà, je prépare rien. Enfin, je me prépare mentalement un quart d'heure, 20 minutes avant, mais j'ai pas de support. C'est-à-dire que je prends un graphique. Et là, l'autre fois, hier, on a dérivé là-dessus, on a dérivé sur le carré, on a dérivé sur le rond. Il n'y a pas vraiment quelque chose de préparé parce que je veux voir un petit peu où est-ce qu'on va. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand la vidéo est enregistrée, ouais, je peux la modifier et marquer, par exemple, tiens, aujourd'hui, c'est carré d'or. Ou le rond. Ça, je peux le faire, par contre, sur YouTube. Je peux le faire. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, il faut. Ouais, ça serait bien parce que. Eh oui. Ça, on se fait remémore. Ouais, et par contre, il faut aller voir dans les vidéos en direct, hein, puisque c'est pas des vidéos enregistrées, c'est du direct. Donc, il y a un onglet direct. Vous allez voir, je vais vous les modifier, je montrerai les noms. Voilà. Donc, bienvenue au petit nouveau. Alors, par contre, Eric, j'ai une question technique. J'ai une question technique qui est tout bête parce que beaucoup s'inscrivent. Mais si on laisse pas le salon ouvert comme ça, les gens qui vont s'inscrire et qu'on les a pas inscrits avec le double, je sais pas quoi, la double sécurité, ils vont avoir du mal à rentrer le jour même sur la vidéo, sur le live. Eh bien, ça dépend. Hein. C'est sûr que s'ils se connectent 10 minutes avant, ça va être un peu short. Mais sinon, il n'y a aucun problème. Donc, ok, bon, on va voir. Ok, non, mais ça va. Ça va pour moi, ça va. Là, si tu veux, pour le jour qui viennent, on relaxe. Si tu veux, laisse le canal live ouvert. Si ouais. On les et peut-être fin de semaine prochaine, on verrouille tout, définitivement sur le canal live. Voilà. Ok, ça marche bien. Hein, comme ça permet aux nouveaux d'entrer. Et puis, surtout ceux qui sont déjà inscrits, puisque vous avez vu la méthode, vous voulez parler d'aider. Alors, aidez ceux qui n'arrivent pas à se connecter, vous leur expliquez, puisque vous l'avez fait en live avec Thomas, avec Eric, avec tout le monde, vous l'avez fait tous. Si vous y êtes arrivé, vous pouvez expliquer comment ça fonctionne. Dis-nous un peu, Francisco, c'est quoi un peu ces demoiselles là que je vois derrière? C'est tes filles? C'est tes filles? Viens me dire un petit peu bonjour. Coucou les filles, ça va? Ah, c'est pas beau ça. Eh ouais, faut profiter, hein. Eh ben, ma foi, c'est le plus important. Ça va, mademoiselle? Comment tu t'appelles? Comment? Laetitia. Cynthia. Ah, ça va? T'as passé une bonne journée? T'étais à l'école? Endgame. D'accord, eh ben, vous avez bien travaillé? Ça va? Ouais, ben papa aussi là à l'école. Regarde, toute la journée, hein. Papa il est là, il est connecté, il est à l'école. Il travaille bien ton papa. Oui, il travaille bien ton père. Voilà, ouais, exactement.